Bienvenue dans Clair Obscur. Je m'appelle Belle Lomi, je suis autrice et illustratrice et dans ce podcast, je partage avec vous mon quotidien d'artiste indépendante. Cet été, je t'embarque dans une série spéciale, une saga en 8 épisodes autour du voyage créatif, de la persévérance et de l'imaginaire. Jusqu'à la rentrée, on va explorer ensemble nos blocages créatifs et tenter de les surmonter dans une approche bienveillante. Au programme de cette saison spéciale, de l'introspection, des exercices pratiques et plein de conseils pour faire le plein d'inspiration et rebooster ta créativité. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros sujet dans la pratique artistique qui touche nombre d'artistes, qui est la gestion de l'autocritique et le syndrome de l'imposteur, qui sont deux choses qui vont plus ou moins ensemble en fait. Juste avant que cet épisode ne commence, je voulais vous rappeler que mon roman de fantasy Le secret du Belten est sorti il y a quelques semaines maintenant. J'ai des super retours qui commencent à arriver, donc je suis vraiment très contente. Mais je vais pas vous cacher que l'objectif c'est d'en vendre plus, d'écouler tout le stock pour pouvoir faire une réimpression au plus vite évidemment pour montrer que mon roman plaît et qu'il peut être distribué aussi à plus grande échelle dans plus de librairies, etc. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté, n'hésitez pas à le commander, je vous mettrai le lien juste dans la barre de description. C'est vraiment très très important et c'est un soutien direct à ma potentielle carrière d'autrice. Revenons du coup à notre question de l'autocritique et du syndrome de l'imposteur, qui sont deux choses que je pense que vous avez déjà expérimentées en tant qu'artiste et qui peuvent vraiment nous pourrir la vie et nous pourrir l'esprit. Personnellement, pas plus tard qu'au début de semaine, j'ai relu une romance que j'ai écrite en début d'année et que je souhaite auto-publier au mois de septembre, là, et donc j'ai terminé la réécriture. Et là, je faisais une dernière relecture pour potentiellement combler les mini-trous avant de passer aux corrections orthotypographiques. Et quand j'ai relu, en tant que un peu lectrice extérieure, je me suis posé beaucoup de questions. Et il y avait des choses que je trouvais très cool, mais il y avait des choses que je trouvais pas bien. Et en fait, plus le temps passait, plus j'arrivais au bout du truc. Et plus je me disais que c'était pas à la hauteur, qu'il fallait pas que je le publie, que c'était pas bien, tout simplement. Ça a été assez compliqué, mais j'ai aussi du recul maintenant sur ma propre personnalité, donc je me suis vraiment posé la question de est-ce que objectivement il y a des problèmes dans l'intrigue, dans la caractérisation des personnages, etc. Ou alors est-ce que c'est autre chose qui me fait ressentir ça? Est-ce que c'est de la peur ou alors est-ce que c'est une trop grande exigence ou justement aussi le syndrome de l'imposteur? Et donc là où j'étais vraiment dans une démarche d'autocritique négative pendant ma relecture, où je faisais que me dire c'est nul, c'est mauvais, t'es nul, etc., j'ai essayé de rentrer dans une autre forme d'autocritique, un peu plus bienveillante et aussi plus objective, parce qu'on a tendance à perdre ça quand il s'agit de notre propre travail. Et j'ai essayé de me poser des vraies questions, comme je vous disais, et je suis arrivée tout simplement à la conclusion que non, c'était une bonne romance et qu'elle avait tout à fait sa place sur le marché des romances auto-éditées, quoi. Alors évidemment, c'est un travail que j'étais en mesure de faire parce que ça fait longtemps que je travaille dessus, mais potentiellement, c'est pas votre cas et c'est aussi difficile à faire, hein, je le reconnais totalement. Mais on va essayer de voir dans cet épisode des pistes concrètes justement pour se poser les bonnes questions et potentiellement dépasser son syndrome de l'imposteur ou son autocritique. Et quand je parle d'autocritique, je parle vraiment de cette petite voix dans ta tête qui va faire que te répéter que ce que tu fais, c'est nul. Parce qu'en fait, comme je viens de le dire, l'autocritique, c'est un super outil pour développer sa pratique artistique. Quand c'est vraiment fait dans une intention bienveillante de progression pour s'aider à s'améliorer soi-même, etc., c'est vraiment très très intéressant et très pertinent. Mais néanmoins, ça peut vite dévier sur quelque chose de beaucoup plus négatif, et notamment quand on est un artiste aussi un peu anxieux, par exemple. Ce qui est totalement mon cas, et d'ailleurs, il y a plein de projets que je n'ai pas fini parce que je me jugeais trop à l'entame de ces projets. J'ai commencé aussi à me dévaloriser moi-même plutôt que d'analyser concrètement mon travail. Et évidemment, être trop dans l'autocritique, c'est aussi
un piège parce que ça force à la comparaison avec les autres artistes qui sont dans notre domaine. Et c'est très facile en fait de sortir de ce truc d'autocritique bienveillant pour être juste dans la répétition de pensées négatives et automatiques en fait sur notre propre travail. Et c'est pour ça que je mets le syndrome de l'imposteur dans le même panier avec ce truc-là, parce que c'est un petit peu la même chose en fait. C'est quelque chose qu'on va ressentir de façon, encore une fois, un peu automatique et qui va nous faire nous remettre en question et remettre en question notre travail et ce qu'on a accompli. Encore une fois, il y a beaucoup de manifestations du syndrome de l'imposteur selon votre personnalité créative aussi. Mais globalement, ça va être défini comme le sentiment de ne pas mériter ses réussites, même quand elles sont bien réelles. Par exemple, moi, je viens de sortir mon premier roman en maison d'édition, Le secret du Beltane, comme je vous disais au début de l'épisode, et il m'arrive encore d'avoir des pensées du style bah, en fait, il était quand même pas assez bien pour être publié, je le mérite pas, etc. Et là, pour le coup, à l'inverse de l'autocritique qui peut être un outil, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose qui est 100% limitant et il n'y a pas vraiment de bénéfice en fait. Puisque le principe même, c'est de se dévaloriser, de dévaloriser notre valeur et notre travail en se disant que on ne méritait pas parce que c'était pas assez bien. Et on voit effectivement que dans ce genre de pensée, il n'y a absolument rien de constructif, il n'y a pas d'argumentation et il n'y a rien qui va nous pousser à progresser et à justement faire en sorte d'être une meilleure artiste potentiellement. Si c'était pas assez bien, c'est qu'on peut s'améliorer. Mais le syndrome de l'imposteur, lui, il n'est pas là du tout pour t'aider à t'améliorer, il est vraiment là juste pour continuer de t'enfoncer. Et c'est aussi pour ça qu'il est assez difficile de s'en sortir et que paradoxalement, bah, le seul outil qui permette vraiment de s'en extirper un peu, qui est l'autocritique, comme je disais au début, bah, c'est un outil vraiment à double tranchant. C'est soit on va avoir le recul nécessaire pour analyser son travail un peu plus objectivement et essayer de trouver des pistes d'amélioration, soit l'autocritique va continuer de nous enfoncer elle aussi parce qu'on n'arrivera pas, et c'est totalement inconscient, c'est pas forcément de notre faute aussi, mais on n'arrivera pas à s'auto-tirer vers le haut. Et ça, c'est vraiment le piège de la pratique artistique, notamment quand on a une pratique très solitaire, ce qui peut être le cas dans l'écriture par exemple, puisqu'on est perpétuellement confronté à nous-mêmes, c'est assez difficile d'avoir ce regard extérieur sur notre travail et de pas s'auto-juger nous-mêmes et en fait d'être un peu comme un observateur distant qui regarderait ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, je suis pas certaine que ce soit quelque chose dont on puisse complètement se débarrasser dans le sens où je pense que ça fait aussi partie du travail de l'artiste de se remettre en question et potentiellement d'avoir des doutes. Maintenant, la différence, c'est est-ce que ces doutes, ils vont nous enfoncer ou est-ce qu'ils vont nous aider à progresser dans un second temps? Parce qu'encore une fois, l'idée dans cette série de l'été et de façon globale, c'est d'avoir une approche bienveillante. Donc là, on va pas essayer de chasser totalement le syndrome de l'imposteur ou les doutes, etc. De toute façon, on sait très bien qu'on peut pas juste décider de ne pas en avoir et de croire en soi, et on peut pas juste claquer des doigts pour que ça se passe beaucoup mieux dans notre tête. Mais par contre, il y a des petits exercices simples qu'on peut mettre en place et aussi une certaine forme de, pas de conditionnement, mais quelque chose dans ce style de notre façon de penser et d'aborder le travail artistique qui va pouvoir nous aider à contrôler le syndrome de l'imposteur et à un petit peu compenser ses effets négatifs. Et comme d'habitude, je vais vous donner des exercices très très simples que vous pouvez très facilement intégrer à votre routine de travail, que vous pouvez intégrer même dès maintenant, et qui vous demanderont pas d'efforts surhumains dans un premier temps. L'objectif, c'est toujours d'avancer pas à pas dans notre progression. La première chose qui est sans doute la plus simple à mettre en place, c'est de tenir une sorte de carnet de ses fiertés et de ses accomplissements.
L'idée, ça va être que tous les soirs, par exemple, et encore une fois, je donne ce rythme-là pour exemple, mais c'est à intégrer dans votre routine et selon ce qui est le mieux pour vous, ça peut être tous les matins, tous les midis, ou une fois par semaine, une fois le week-end, etc. Pour l'exemple, on va dire qu'on fait ça à chaque fin de journée pour que ce soit très frais dans notre tête, et on va juste noter de façon très descriptive, juste pragmatiquement, ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment juste de noter ce qu'on a fait de façon très très simple et très descriptive, encore une fois. Et les choses qu'on a réussi à faire, ça peut être, j'ai répondu à 2 mails, j'ai réglé ce problème, j'ai avancé là-dessus, j'ai terminé ce truc-là. Bref, plein de petites choses du quotidien qui peuvent sembler anodines, mais qui, quand elles vont être inscrites sur le papier, vont vous faire prendre conscience du travail que vous avez accompli. Parce que souvent, quand on est sujet à une forte autocritique, etc., on peut aussi avoir tendance à très facilement juger nos journées de travail et que si elles ne rentrent pas dans un mode de production très intensif, on va dire, si on n'a pas terminé de dessin ou avancé sur un chapitre de roman, ce genre de choses, on peut se sentir dévalorisé et être plus facilement sujet du coup à des pensées négatives. Alors que si on prend juste 2 minutes pour noter sur un carnet ou encore une fois sur une feuille volante ou sur votre téléphone ce que vous avez réussi à faire aujourd'hui, vous pouvez prendre conscience qu'il y a plein de petites étapes en fait qui ponctuent votre pratique artistique et c'est pas parce que vous n'avez pas terminé d'illustration par exemple que vous êtes un mauvais artiste ou que ce que vous avez fait n'a pas de valeur, au contraire. Ça, j'en ai beaucoup parlé dans l'épisode sur documenter sa pratique artistique, donc je vous remettrai le lien dans la description, qui est un des derniers épisodes que j'ai fait avant le début de la série de l'été, et qui explique vraiment en détail pourquoi c'est important de prendre conscience de toutes ces étapes qui composent notre pratique artistique, donc je vous laisserai aller écouter si vous avez besoin d'un peu plus de détails sur le sujet. La deuxième chose que je pourrais vous conseiller, qui là va demander quand même un petit effort supplémentaire, c'est que quand vous êtes dans une phase, on va dire, analytique de votre travail, c'est-à-dire à un moment où, par exemple, comme moi, vous êtes en phase de relecture, donc vous êtes obligé de vous confronter à ce que vous avez fait, et potentiellement, c'est dans ces moments-là qu'il va y avoir le plus de pensées négatives qui vont ressurgir. Bon, on va encore une fois dire qu'on ne peut pas forcément les éviter, mais si elles arrivent, la technique, c'est d'essayer de se placer hors de soi et en fait de se considérer non pas comme l'auteur ou l'autrice de ce qu'on est en train de regarder, mais comme une personne bienveillante, par exemple une amie ou une personne de votre famille, et d'imaginer tout simplement que c'est une amie qui vous a envoyé ça, quelqu'un à qui vous tenez, et voir comment vous réagiriez par rapport à ce travail. Parce qu'en fait, l'idée toute simple, c'est qu'on a tendance à être beaucoup plus exigeant avec nous-mêmes qu'on ne l'est envers les autres, et notamment envers les gens qui nous sont proches. Donc essayez d'avoir cette position et de se dire, si c'était une amie qui m'avait envoyé ce dessin, qu'est-ce que j'en penserais objectivement, ou plus ou moins objectivement évidemment. Et comment est-ce que je lui dirais qu'il y a des choses à améliorer s'il y a des choses à améliorer? Parce que quand on est nous-mêmes face à notre propre truc, c'est très facile de juste se dire «Ah, c'est de la merde, c'est moche, j'ai raté ça, ça et ça», et de se complaire un petit peu là-dedans sans essayer d'avancer. Alors que si on essaye d'avoir une posture amicale, jamais on dirait à une personne proche juste c'est nul, c'est raté. Même si c'est ce qu'on pense, il y aurait une forme bienveillante qui viendrait entourer tout ça. En tout cas, j'espère que c'est pas comme ça que vous parlez à vos proches quand il y a des problèmes. Mais par exemple, vous direz jamais franchement c'est nul, arrête tout. À la place, je pense que vous essayeriez de lui faire comprendre les limites de son travail. Par exemple, vous lisez un chapitre de son roman policier, vous vous rendez compte que l'enquêtrice, elle est totalement transparente et que l'intrigue ne tient pas debout, que ça a ni queue ni tête, vous essayeriez de lui faire comprendre de manière un peu plus bienveillante, plus positive et d'enrober aussi vos critiques de choses plus positives. Et c'est pour ça aussi que je dis que ça demande un certain effort, c'est parce que
c'est beaucoup plus difficile d'être dans cette approche plutôt que de juste se dire c'est nul, j'arrête, je suis mauvais de toute façon, ça sert à rien que je m'obstine, j'abandonne. Là, on essaye d'avoir encore une fois une approche vraiment d'autocritique en se rappelant que la critique, ce n'est pas quelque chose de négatif. La critique, c'est un processus analytique, tout simplement, qui vise à décrypter et analyser le travail qu'on a devant nous avec ses points négatifs, mais aussi ses points positifs. Et ça, c'est toujours très important quand vous êtes dans une phase où vous sentez que vous jugez un peu trop vivement votre art, même si vous n'arrivez pas à vous placer dans une position d'extérieur, etc., comme je viens de le dire. Si vous sentez que vous êtes dans un truc du genre je suis nul, je suis mauvais, essayez de trouver au moins une chose positive à dire sur le travail que vous êtes en train de juger. Et rien que ça, rien que ce mini détail peut vraiment tout changer parce que après votre cerveau va avoir envie de s'accrocher à ce truc positif et de travailler sur ce truc positif. Et de fil en aiguille, peut-être que au bout de quelques fois de pratique, vous serez en mesure de trouver 2 points positifs ou 3 points positifs. Et même si les doutes sont encore là, ça va vous permettre de continuer à avancer sans être totalement dévalorisé. Parce que j'insiste, mais les doutes, ça fait partie du processus, je pense. Donc on ne peut pas être dans une mentalité ou dans une perspective où on se dit j'écoute cet épisode, je mets des choses en place, comme ça je douterai plus jamais de ce que je suis en train de faire. C'est pas du tout le cas. Je pense que c'est impossible de ne jamais douter de soi dans sa vie, même si on est une personne qui a beaucoup confiance en soi. Il y a forcément des moments où on va être un peu moins confiant. Et ce serait encore une fois contre-productif d'essayer de chasser totalement tous ces doutes. On va plutôt essayer d'être, comme je disais, dans une approche bienveillante où, ok, on a des doutes, on trouve que ça c'est nul, ça c'est mal fait, etc. Mais il y a quand même ce truc là qui est positif et que c'est vrai que j'ai quand même réussi ce petit truc là, donc c'est bien. Et le dernier outil que j'aimerais partager avec vous pour gérer un peu mieux l'autocritique, les pensées négatives, etc., c'est un petit peu aussi ritualiser son quotidien et prendre de la distance avec son quotidien. Ça rejoint un peu ce que je disais dans l'épisode sur l'inspiration où je parlais de l'importance des rituels créatifs pour se mettre dans un bon mood. Et là, l'idée, ça va être un peu pareil et ça va être d'être dans une démarche de réconfort envers soi-même. Parce que c'est très possible qu'on soit dans une phase négative et où on n'arrive vraiment pas à trouver quelque chose de positif sur son travail. C'est vraiment très très courant. Dans ce cas-là, moi ce que je recommanderais, c'est de mettre un peu son travail à distance. Mais pas dans le sens où on va mettre le truc de côté et y revenir dans 3 semaines. Ce serait plutôt dans l'optique où on a quand même des deadlines et où on a envie d'avancer dessus, mais où on se sent bloqué. L'idée, ce serait de faire un pas de côté. Et ce pas de côté, ça peut être aller faire un tour dehors, aller lire, pourquoi pas, un chapitre de livre si on aime lire, se préparer un petit thé ou une boisson fraîche ou chaude selon la saison. Et en gros, faire quelque chose de simple, de pragmatique, où vous savez que ça va vous faire du bien. Ça peut être aussi aller prendre une petite douche. Bref, faire quelque chose qui est vraiment de l'ordre du quotidien, qui est très très simple, qui va vous prendre 5 ou 10 minutes. Encore une fois, l'idée, c'est pas de partir faire un trek en montagne pour se changer les idées pendant une demi-journée, même si c'est tout à fait possible. Mais là, l'idée, c'est de trouver des choses simples que vous pouvez implémenter dans votre quotidien. Et ce truc tout simple, ça peut être vraiment aussi basique que vous servir un verre d'eau et aller le boire dehors pour profiter de l'environnement extérieur. Ce que ça va faire, c'est que vous allez être concentré sur une action vraiment très concrète. Il va falloir aller à la cuisine, chercher un verre, le remplir, etc., aller dehors. Et ça peut paraître très basique, mais néanmoins, ce sont des actions qui vont un peu déconnecter votre cerveau et lui permettre de décrocher un peu du système de pensée négatif. Et c'est pour ça que c'est important de faire quelque chose, de mettre en mouvement et de se mettre en action. Parce que votre corps et votre esprit vont être concentrés sur accomplir cette tâche et cette action au lieu de tout le temps ruminer sur les pensées négatives. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que je déconseille le seul fait de scroller sur son téléphone, sur Insta ou sur TikTok ou que sais-je,
parce que ça va pas vous faire changer d'état d'esprit en fait. Vous allez rester dans votre truc. Il vaut vraiment mieux se mettre en action et ça peut vraiment être, comme je disais, aussi simple que aller vraiment marcher 2 minutes dehors, aller chercher votre courrier, pourquoi pas faire un truc vraiment basique de la vie quotidienne. Et comme ça, vous allez vous aérer 5 ou 10 minutes et quand vous allez revenir, potentiellement, en tout cas j'espère, et normalement ce sera un peu le cas, même si encore une fois c'est pas une méthode miracle, il ne faut pas attendre que votre état d'esprit il ait changé du tout au tout en 5 minutes, même si c'est totalement possible encore une fois. Mais néanmoins, vous serez un peu sorti de cet engrenage et c'est ça qui est le plus important en fait quand on est sujet à des pensées négatives, c'est de pas les laisser s'installer et péricliter dans notre tête parce que c'est vraiment à ce moment-là que ça devient incontrôlable. C'est vraiment un effet boule de neige. La boule de neige, elle est en haut de la colline et si vous la laissez dévaler, ça devient une montagne en bas de la colline qui vous écrasera sur sa route. Alors que, encore une fois, il y a plein de petites actions concrètes, comme on vient de le voir, qui peuvent vous permettre d'éviter cet enchaînement, cet engrenage, et d'avoir une approche plus bienveillante de votre autocritique. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a déjà passé la moitié de la série de l'été, ça passe à une vitesse, c'est fou. Il va nous rester que 4 ou 5 épisodes, je sais plus, sur le mois d'août. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Surtout, abonnez-vous à ce podcast et potentiellement partagez-le avec un ou une artiste qui aurait besoin d'entendre ce genre de choses aussi, pourquoi pas. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!